à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole, qui met en avant celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Très bien, et vous? Oui, ça va bien. Donc on peut vous proposer le sommaire en 3 points comme tous les jours. L'invité de Smart Impact, c'est Jérôme Chambin, le directeur de la communication et du digital chez GRDF, ou comment les gaziers veulent réduire leur empreinte carbone. On va parler de gaz vert. Le débat RSE du jour porte sur le bien-être animal. Pourquoi est-il en train de devenir prioritaire? Peut-il bousculer l'échiquier politique? On répondra à ces questions. Et puis la start-up du jour, c'est On the Wild Side, une marque de cosmétiques qui se veut engagée, désirable et bienveillante. Tout un programme. Voilà, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Jérôme Chambin. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le directeur de la communication et du digital chez GRDF. Le gaz, est-ce que déjà, on peut parler un peu généralement, est-ce qu'on peut dire que c'est une énergie d'avenir à l'heure de la transition écologique? Clairement, le gaz est une vraie énergie d'avenir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, quand on parle gaz naturel aujourd'hui, beaucoup de gens se disent énergie fossile, carbonée, un peu polluante. Oui, effectivement. Même si, quand même, pour défendre un peu le gaz naturel, c'est l'énergie fossile la moins polluante déjà depuis pas mal de temps. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui le gaz a de l'avenir? Parce qu'on arrive sur une 3e révolution du gaz, à savoir la mise en avant des gaz verts. Le gaz vert ou gaz renouvelable? Gaz renouvelable, tout à fait. C'est un gaz que l'on arrive à produire à partir de la putréfaction des déchets. Voilà. Donc, qu'on appelle le biométhane. On appelle ça le biométhane, effectivement. Ce gaz, en réalité, c'est juste du recyclage de nos déchets qui dégage un gaz qui est exactement le même que le gaz naturel, le méthane. Alors, on l'appelle bio parce qu'il vient d'une technologie qui permet d'être complètement bio. Et donc, pour le grand public, on appelle ça le gaz vert. Voilà. Depuis combien de temps vous développez chez GRDF cette... Parce que derrière, comme ça, une 3e voie, comme vous dites, il y a de l'investissement, de la recherche et développement. Enfin, c'est du boulot et du temps. C'est du boulot et du temps, oui, tout à fait. En même temps, c'est une préoccupation que dans l'industrie du gaz, on a toujours eu. Pourquoi je parle de 3e révolution? Alors, je ne vais pas revenir très très loin dans l'historique, mais au début, le gaz, quand c'est arrivé en France, c'était ce qu'on appelait le gaz de ville. C'était des grosses usines à gaz, d'où le nom, une usine à gaz, très compliquée. Ouais, que les politiques ont récupéré depuis. Probablement. On brûlait du coke de charbon et ça faisait du gaz. C'était très polluant. Ouais. Et très vite, les gaziers se sont dit, c'est plus possible d'avoir ces usines à gaz à côté de nos villes. C'est pas acceptable pour la population. Et donc, on a développer ce gaz naturel qui a été l'extraction sur des champs très loin de chez nous, en Algérie, en Norvège, en Russie, d'un gaz plus pur qui venait directement de la Terre. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le gaz naturel. Et donc ça a été la première révolution importante. On est passé d'un premier à une 2e gaz. Et aujourd'hui, ce gaz naturel, même s'il est très bénéfique et encore très peu polluant, on sent bien que son aspect fossile et carboné va poser un problème politique dans peu d'années. Donc il fallait qu'on puisse anticiper ce mouvement, et c'est pour ça qu'on arrive sur cette 3e typologie de gaz, qui est exactement le même, le méthane. C'est-à-dire que pour l'usager, c'est la même chose? C'est la même chose. Vous ne changez absolument pas vos appareils, vous ne voyez pas la différence. C'est exactement la même chose, sauf que ce gaz, il va être produit localement par le recyclage de nos déchets. Et quand je dis localement, c'est très local parce que c'est souvent aujourd'hui, en France, on a un gros gisement de possibilités. C'est les déchets, la fermentation des déchets agricoles. Voilà, aujourd'hui, nos agriculteurs, quand ils ont un champ de maïs, ils gardent l'épi de maïs et toute la tige, finalement, c'est un déchet. Aujourd'hui, il fallait que ces agriculteurs s'en débarrassent, parfois payent pour qu'on vienne les retirer, les mettre dans une décharge. Donc là, on inverse la logique, quoi. Aujourd'hui, on inverse la logique. D'ailleurs, pour les grandes villes, du coup? Alors, nous, notre travail, depuis quelques années maintenant, a été essayer de créer ce lien entre ce monde rural qui va être producteur d'un gaz propre et les villes où on consomme le gaz. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien la façon dont on travaille. Et donc, en tant que nous, responsables du réseau du gaz, on est en train de tirer finalement du réseau pour raccorder ces nouveaux sites de production
local. Voilà. On avait du gaz en France il y a beaucoup d'années. C'était un gisement, le gisement de Lac, historiquement, dans le sud de la France. Ça fait bien longtemps que malheureusement, il n'a plus de gaz. Et tout le gaz consommé par les Français vient de l'étranger. Et bien, demain, on a la possibilité à nouveau de pouvoir consommer du gaz produit en France, localement, par l'agriculteur à côté de chez nous. Alors, vous êtes plus qu'investi dans le gaz renouvelable parce que 100%, vous êtes fixé cet objectif, 100% de gaz renouvelable d'ici 2050, c'est ça? Oui, tout à fait. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oh là là, on en est loin, on en est très loin, mais c'est une filière qui vient de commencer. Ça fait 3 ans qu'elle se développe vraiment fort. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, c'est quoi? C'est moins de 10%? Aujourd'hui, c'est 1%. C'est 1%. Mais nous, on avait estimé qu'en 2023, donc dans 3 ans, on pourrait déjà être autour de 7% de la consommation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 7%, ça fait 12 TWh de production. Aujourd'hui, on en est à 3. Par contre, dans la file d'attente de projets, donc des agriculteurs qui ont déposé un projet, qui sont intéressés, qui veulent et qui ont déjà un financement, on a la capacité d'avoir 24 TWh. Donc avec 12 TWh, on était à 7% de la consommation française. On a eu, en 3 ans que la filière se développe, déjà des projets pour en faire 24. Parce qu'il y a plus de demandes de la part des agriculteurs, ça leur fait quoi? Un revenu complémentaire? Ils sont encouragés pour développer, pour produire du biométhane, transformer leurs déchets? Ça leur fait un revenu complémentaire parce que ce gaz qui est produit, il est injecté dans les réseaux et donc des fournisseurs d'énergie vont leur payer ce gaz et donc vont l'acheter. Donc forcément, ça leur fait un revenu complémentaire. Mais là où ce gaz vert, il est aussi très intéressant pour les agriculteurs, c'est qu'il permet, une fois le gaz évaporé, de récupérer ce qu'on appelle le digestat, donc une matière solide qui reste au fond du méthaniseur. Et ce digestat, c'est un engrais naturel, sans produits chimiques ajoutés. Donc beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui ont beaucoup de pression pour une agriculture plus raisonnée, plus biologique, etc., voient aussi cet intérêt de réduire la nécessité de l'engrais chimique grâce au digestat récupéré de leur méthaniseur. Mais il faut investir, j'imagine, dans des machines pour pouvoir extraire ce digestat. Alors, le méthaniseur, en fait, vous avez quoi? Vous en installez un peu partout? Il y en a un par département? Ça va être quoi? C'est quoi le plan de développement? Ça coûte cher? Alors, ça coûte... c'est un investissement, bien évidemment. Ouais. C'est un produit industriel. Donc, en moyenne, ça coûte environ 5 millions d'euros. Donc, l'agriculteur qui se lance dans cette démarche il y a un vrai enjeu pour lui. Après, aujourd'hui, il a un prix de rachat garanti sur 15 ans. Voilà. Donc, les fournisseurs qui vont acheter ce gaz vert savent qu'ils devront payer un certain niveau de prix pendant 15 ans à cet agriculteur, donc ce qui permet généralement à l'agriculteur d'aller voir des instituts financiers qui acceptent de lui prêter de l'argent parce qu'ils ont une visibilité de rentabilité à 15 ans. Donc ça, c'est intéressant. Et une fois cet investissement fait, par contre, les coûts de maintenance sont très peu élevés. Il y a toute une garantie autour de cela. Et ce que l'on voit, parce que 5 millions, c'est beaucoup pour un agriculteur seul, on voit dans beaucoup de régions des regroupements d'agriculteurs. Des coopératives pour créer le méthaniseur ensemble. Beaucoup dans les filières agricoles, les coopératives laitières, etc. Donc là, on a des regroupements d'une dizaine ou parfois même plus d'agriculteurs qui s'unissent pour gérer leurs déchets au sein de ce méthaniseur et après se répartir les résultats du méthaniseur. Quelques chiffres. Le gaz en France, chiffre GRDF, c'est 20% de la consommation d'énergie finale de la France. Ça, c'est un chiffre 2018. Oui. 30 à 50% d'économie d'énergie possible grâce à un changement de chaudière ou d'équipement innovant. Encore une fois, ce sont des chiffres que vous fournissez. C'est vrai qu'il y a un plan, dans le plan de relance, il y a un plan de rénovation énergétique. Oui. Enfin, il y a pas mal de copropriétés qui se posent des questions de changer de chaudière, passer du fioul au gaz. Là, il y a une opportunité pour vous, très clairement, en ce moment? Alors, il y a une très belle opportunité parce que, déjà, ce gaz vert renouvelable, il ne pollue pas, donc il rentre directement dans les nouvelles réglementations. Et c'est l'avenir, on l'espère. Et puis, surtout, nous, dans notre politique RSE, il y a cette volonté de verdir notre énergie, mais il y a aussi une volonté d'accompagner les ménages vers une maîtrise de leur consommation énergétique. Donc faire de la pédagogie. De la pédagogie et les amener à réduire cette consommation. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que pour beaucoup de gens, le problème, le poids
finalement de l'énergie dans le budget d'un ménage est parfois très lourd. Et on parle d'une précarité énergétique en France très développée. Donc il faut vraiment qu'on accompagne les gens à aller mieux maîtriser leur consommation et mieux comprendre les gestes à faire pour éviter de consommer trop d'énergie. Alors pour ça, on a 2 outils, en tous les cas au niveau du secteur gazier. Le premier, c'est la mise en place d'un compteur communicant. Alors, ça va pas, le compteur en lui-même ne va pas leur faire des économies. Par contre, le compteur va leur permettre de voir et de mesurer leur consommation. Or, on ne maîtrise que ce que l'on connaît. Or, aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un s'il a conscience de sa consommation. Incapable de vous dire combien je consomme. Moi non plus. Voilà. Gaz et Quand je suis dans le métier et j'en suis incapable. Attendez, moi aussi, je peux vous dire. Ah, bravo. Ouais, parce que c'est moi qui rentre ma consommation pour qu'elle soit au plus juste. Vous rentrez un index. Je rentre un index, oui. Mais du coup, ça me donne un peu une idée de ce que je consomme tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, vous rentrez un index une fois tous les 6 mois. Or, vous ne savez pas si le fait d'avoir mis 1 degré de plus au mois de janvier, votre thermomètre, ça vous a coûté combien globalement? Donc ça, le compteur intelligent, on va dire, ou communicant permettra de le faire. Le deuxième levier, c'est quoi? Il nous reste moins d'une minute. Deuxième levier, c'est un nouveau système qu'on appelle la PAC hybride, qui permet d'associer à une chaudière gaz traditionnelle une pompe à chaleur qui va donc tirer de l'énergie depuis la chaleur ambiante et qui va vous permettre de réduire vos consommations de gaz énormément. Alors ça peut être surprenant qu'un acteur du gaz mette en avant un produit qui permette de réduire les consommations de gaz, mais nous on y croit beaucoup parce qu'aujourd'hui on voit bien que le problème des ménages, c'est d'avoir des consommations trop élevées auxquelles malheureusement beaucoup ne peuvent plus faire face. Merci beaucoup. Merci Jérôme Chambin, c'était passionnant. On a découvert, grâce à vous, les bienfaits du gaz renouvelable, du gaz vert. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat RSE du jour consacré au bien-être animal. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment garantir le bien-être animal? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, 2 invités. Léopoldine Charbonneau, directrice France de l'ONG CIWF. C'est ça, vous allez nous dire ce que c'est. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Bonjour également, merci. Bonjour, d'être avec nous. Léopoldine, on commence avec vous, Charbonneau. Votre ONG a été créée en 1967 en Angleterre par un éleveur laitier en réaction à l'intensification de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette genèse de cette association? Tout simplement un éleveur à qui on a proposé un atelier industriel de poulet et qui s'est dit mais qu'est-ce qu'on me propose, qu'est-ce que c'est, où va l'élevage? Et à l'époque il s'est tourné vers les associations existantes de protection animale qui en fait n'apportaient pas beaucoup d'attention aux animaux d'élevage, disons de consommation. Et donc il a créé sa propre structure en Angleterre et puis maintenant on est dans plusieurs pays dans le monde et en France où il y a pas mal de travail. Ça veut dire Compassion in World Farming, c'est ça, c'est IWF. Est-ce que depuis donc 1967, vous avez l'un et l'autre le sentiment, là on va parler des poulets d'élevage, que ça a déjà beaucoup bougé? Louis Schweitzer. Ce qui a bougé n'est pas encore beaucoup la situation des animaux. Ce qui a beaucoup bougé, c'est l'opinion sur ces sujets, c'est la demande sociétale et c'est notre force. Au fond, on se bat pour la majorité des gens qui sont favorables au bien-être animal, quelquefois contre des lobbies qui ont une certaine capacité et contre un productivisme qui ignore les sujets de bien-être. Ces freins-là, vous les ressentez aussi régulièrement, les lobbies, la difficulté à faire évoluer peut-être la législation, tout simplement? Alors, je crois qu'il y a effectivement une force des lobbies, il y a une force de l'inertie, de toute façon. On a fait des choix dans les années 60, 70 d'industrialiser l'agriculture, ça a été un choix industriel, et d'où le développement de l'élevage industriel. C'est des choix qui ont été faits à une époque où on pensait que c'était la seule façon d'avoir de la quantité, que les gens n'aient pas faim. Donc on peut le comprendre dans un contexte. On voit maintenant, on en voit tous les inconvénients, tous les impacts négatifs, bien évidemment sur les animaux qui sont élevés dans des conditions qui ne leur correspondent pas, mais aussi sur l'environnement, sur notre santé. Donc on voit vraiment, il y a une inertie au changement. Il faut que le changement il soit accompagné. Et donc il y a une demande sociétale dont on parlait, qui est très forte, qui fait bouger les choses, mais lentement. C'est-à-dire que les lois,
elle bouge. Alors, les lois qui existent, c'est de la protection minimale. Hein. C'est vraiment râler pas crête, mais ça existe, c'est déjà ça. Il faut encore mieux l'appliquer, il faut la faire évoluer. Donc, il y a une protection qui existe, elle a besoin d'être améliorée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la pression des citoyens consommateurs pousse les entreprises aussi à s'emparer du sujet. Oui, Louis Schweitzer, justement, vous qui êtes dans une fondation, droit animal, éthique et sciences, vous êtes spécialisé sur ces questions de droit, justement. Il y a quand même de plus en plus de lois qui vont dans ce sens-là, dans le bien-être animal, non? Les Pas tant que lois ça progressent très lentement. Pourquoi D'abord parce que l'élevage est une activité économique qui est soumise à une concurrence. Et si vous accroissez les contraintes pour des producteurs, vous créez des surcoûts. Et ces producteurs sont soumis à une concurrence d'autres pays qui n'ont peut-être pas les mêmes exigences. Et puis, en dehors de l'Union européenne, le commerce international, c'est souvent une affaire de coût. Donc, il y a deux approches pour faire progresser les choses. Il y a la loi au niveau européen ou au niveau national. Il y a, vous le savez, une initiative référendaire pour améliorer le sort des animaux. Et puis, il y a quelque chose d'autre que la LFDA a lancé dans les années 80, qui est l'étiquetage. On a commencé par étiqueter les œufs. Les œufs, et cet étiquetage a eu comme conséquence que les consommateurs se sont peu à peu détournés des œufs de poules élevées en cage. Oui, qui s'adresse aux industriels, l'étiquetage. On a d'ailleurs... L'étiquetage, il s'adresse au public. Oui. Simplement, l'étiquetage des œufs n'est pas facile à lire. Je ne sais pas si vous avez essayé de le lire, mais les tests montrent que la moitié des gens les codes, quoi. Ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, nous avons mis en place, avec d'autres associations, dont CIWF, dont l'OABA, dont Welfarm, donc toutes les associations welfaristes en Europe, un système d'étiquetage qui maintenant porte sur les poulets de chair, aussi avec des grands distributeurs. Et nous étendons en ce moment cet étiquetage à d'autres espèces animales, les porcs, et sans doute d'autres animaux. Et là, ça permet deux choses. Ça permet d'abord au consommateur, qui est sensible au bien-être animal, de savoir s'il achète un produit respectueux du bien-être animal. Et puis, ça permet aux éleveurs qui savent ou qui commencent à savoir que la demande sociale est là, de s'ajuster, de s'adapter, de savoir vers où ils doivent aller, puisque c'est un étiquetage qui comporte 5 niveaux, du meilleur à au moins bon. Ouais, de supérieur à minimal, je crois qu'on l'a vu, on peut peut-être le revoir, cet étiquetage. Donc, pardon Émilie, mais ça donne en fait aussi, si je comprends bien ce que vous dites, un objectif aux éleveurs. C'est-à-dire ça les incite à dire, OK, aujourd'hui je suis à, j'en sais rien, standard ou assez bien. Voilà ce que je peux faire pour obtenir le label le B. Ce qui est vraiment important dedans, c'est se dire qu'il ne faut pas stigmatiser, il faut accompagner. Et donc, on peut commencer bas et pouvoir monter en niveau sur la lettre, mais aussi il y a le pictogramme qui est intéressant, qui donne en un clin d'œil le mode de production. Oui, mais un éleveur, il veut voir son intérêt, il fait aussi du business, donc il faut qu'on puisse lui démontrer que si il passe de C à B, il va éventuellement gagner des parts de marché, des clients. Ça, il y a le rôle des grandes distributions, c'est ce que je voulais dire, c'est un argument qui pèse de plus en plus dans les grandes distributions. On voit des grandes enseignes, Carrefour par exemple, qui mettent ça de plus en plus en avant dans ses communications. Donc c'est un moyen pour l'éleveur justement de s'y retrouver d'un point de vue économique notamment. Absolument. Casino, Carrefour, Lidl, Intermarché, au fond, tous les distributeurs ont peu à peu rejoint l'association que je préside qui s'occupe d'étiqueter le bien-être animal. Alors cela dit, les écarts de prix, il faut encore que les consommateurs les payent. Et puis, il y a des produits où les écarts de niveau sont bien établis. Par exemple, les poulets, on sait tous qu'il y a des poulets d'excellente qualité, des poulets fermiers, et d'autres poulets qui sont des poulets élevés dans des conditions mauvaises pour les poulets et aussi mauvaises pour la qualité du produit. Pour les porcs, il y a une pédagogie à introduire. Oui, justement, parce que... C'est ce qu'on fait avec les éleveurs. Pourquoi est-ce que là, on n'est que sur de l'étiquetage qui concerne les poulets? Parce qu'il y a tous les autres animaux, ça va venir quand c'est en projet? C'est un gros travail pour étiqueter les poulets, pour faire des étiquettes facilement lisibles.
Ça nous a pris 18 mois. Tout en reprenant beaucoup de critères sur l'élevage, le transport, Oui. l'abattage. Oui, c'est ça. C'est un travail assez lourd. Après, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur, il peut voir, comprendre pourquoi il y a une différence de prix dont on parlait. C'est qu'il y a, ça correspond à des réalités différentes. Pour l'instant, quand le consommateur il fait ses courses, il voit plein de références, il se dit je prends le moins cher. Par contre, une fois qu'il est informé, il fait ce choix. Et on l'a vu avec les œufs, même si les codes ne sont pas très évidents, au moins l'information, elle est là. Et elle est là aussi, pas que sur le mieux, le meilleur, elle est aussi là sur le standard qui est de l'industriel. Donc ça permet vraiment que le consommateur s'y retrouve. Il va chercher l'étiquette, il trouve, il achète, il sait ce qu'il fait, sans stigmatiser, mais en toute objectivité. Surtout qu'il y a de plus en plus aussi j'allais dire, de livres sur le sujet. Effectivement, dans les médias, j'en ai un en tête, notamment du journaliste Geoffrey Le Guilcher, Steak Machine, sorti en 2017 aux éditions du Point. C'est le récit d'une infiltration de 40 jours dans un abattoir industriel en Bretagne. L'usine ciblée par le journaliste abat 2 millions d'animaux par an, ce qui est quand même assez énorme. Et derrière, j'allais dire, l'info qu'on y apprend, c'est que les gens qui travaillent sont dans des états catastrophiques aussi de santé. Donc il y a aussi des conditions de travail. Tout est lié, j'allais dire. Tout est lié. Je veux dire, le bien-être animal implique que ceux qui s'en occupent se sentent bien. Et vous ne pouvez pas vous sentir bien quand vous vivez au milieu d'animaux qui vivent dans des conditions épouvantables. Donc je suis convaincu que le bien-être animal est l'avenir de l'élevage, en tout cas dans un pays comme la France. Et je suis convaincu que bien-être animal et bien-être des éleveurs sont des choses inséparables. Compatibles. Et ça, vous arrivez à les Pas convaincre. seulement Inséparables. Oui, vous allez plus loin, c'est vrai. Inséparables. Mais quand vous dites ça à un éleveur qui pour l'instant fait du poulet, je vais dire, de base, qu'est-ce qu'il vous répond? Alors, il se trouve que pour le poulet, on a commencé avec des éleveurs qui n'étaient pas dans le poulet de base. Ouais. Et l'étiquetage s'étend peu à peu à d'autres domaines. Au début, on n'étiquetait que des éleveurs qui faisaient des poulets A et B, c'est-à-dire le meilleur niveau. Maintenant, un grand distributeur a décidé, d'étiqueter les poulets en C, ce qui est déjà assez bien, et de ne plus vendre sous sa marque des poulets qui ne sont pas au niveau C. Donc, on a le même mouvement qu'avec les œufs, c'est-à-dire que l'étiquetage conduit à relever le niveau d'ensemble. Alors, les éleveurs, après, ils nous posent des questions. Ils nous disent, vous nous dites, par exemple, pour les cochons, il faut leur donner plus d'espace, il faut revoir les bâtiments, il faut créer du confort. C'est des investissements. Et bon, on le sait, les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas des millionnaires. Ils ne sont pas dans le monde de la haute finance. Mais en même temps, en changeant de modèle, on peut aussi avoir un autre modèle économique. Il y a un aspect de pari chez eux, et il faut les convaincre, les aider. On a très régulièrement, tous les mois, pour le porc, des discussions avec plus de 20 éleveurs qui représentent tout l'élevage de l'Ouest de le porc, pour justement les inciter à ce progrès et leur montrer qu'il répond à leur intérêt. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On a bien compris que la question du cochon, du porc, c'était le prochain, il y en a beaucoup, mais le prochain chantier prioritaire. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas, la bonne idée du jour, une start-up mise à l'honneur. Smart Ideas, la start-up mise en avant aujourd'hui, c'est celle de Anne-Sophie Nardi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes la fondatrice de la marque On the Wild Side, créée il y a 18 mois. Ce sont des cosmétiques engagés. Qu'est-ce qui vous a donné déjà le déclic? Parce que vous avez un peu d'expérience dans ce secteur des cosmétiques. Exactement. En fait, moi, j'ai un parcours dans la beauté. J'ai passé 12 ans avant dans les cosmétiques où j'ai travaillé dans des grands groupes. Et en fait, il y a 3 ans, gros changement de vie. Voilà, je suis partie m'installer à Bordeaux et avec une envie très forte, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet, justement, qui soit engagé et responsable. Et quoi de mieux, du coup, de le faire dans les cosmétiques, un secteur que je connaissais
c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez lancé justement? Vous êtes venu avec des produits, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est donc une marque de soins pour le visage qui s'appelle On the Wild Side. Voilà, l'idée, c'était vraiment de partir d'un constat, en fait, qu'aujourd'hui, les femmes mettent 2 kilos de produits synthétiques et potentiellement toxiques à travers leurs soins de la peau par an. Donc, on a voulu aller sur un parti pris sur la formulation assez radicale. Donc, tous les produits sont bio, mais surtout, ils sont 100% naturels, donc sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie. Et pour aller encore plus loin et vraiment mettre de la vraie nature dans le produit, on est allé chercher en fait des plantes sauvages. Il n'y a pas de conservateur synthétique, par exemple, dans vos produits. Exactement. Vous avez totalement banni. Exactement. Alors, on a un système de conservation qui est efficace, donc au même niveau que ce qu'on appelle la cosmétique conventionnelle. Et on utilise en fait des conservateurs d'origine naturelle, donc des nouvelles générations de conservateurs d'origine naturelle. Est-ce qu'il y a un label? Est-ce que vous êtes contrôlé pour... Vous nous dites que c'est du 100% naturel, du 100% bio. Qui contrôle ça? Alors en fait, déjà on a la certification bio, donc ce sont en fait des organismes indépendants qui viennent certifier les formules, donc qui font vraiment un screening de tous les ingrédients au niveau des formules. Voilà, et après il y a aussi la réglementation officielle qui fait qu'on ne peut pas mentionner des revendications qui ne sont pas réelles dans le produit. Et les fleurs sauvages, alors vous nous disiez, quelles sont-elles et d'où viennent-elles? Est-ce que vous avez le droit de prendre ces fleurs justement du coup? Oui, alors en fait ce sont des plantes sauvages. Donc les plantes sauvages, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait au contraire de l'agriculture. Ce sont des plantes qu'on va aller chercher directement en fait dans leur écosystème naturel. Donc par exemple dans les champs, dans les forêts. Donc nous on a de la sève de bouleau qui vient d'une forêt en Gironde, voilà, et on a aussi du bourgeon de hêtre qui est cueilli par une coopérative de cueilleurs dans le Massif central. Voilà. C'est des produits 100% français en fait. Voilà, c'est 100% français. C'était important aussi pour nous de donner du sens et de travailler avec des partenaires locaux, d'autant plus que dans les cosmétiques en France, on a un grand savoir-faire. Donc c'était vraiment aussi remettre à l'honneur ce savoir-faire français. Une cosmétique engagée, désirable et bienveillante, c'est les 3 mots-clés que j'ai trouvés sur votre site. C'est tout un programme. On sort d'un débat là, sur le bien-être animal. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question de comment les cosmétiques sont testés. Vous faites comment, vous? Alors en France, en fait, et même en Europe, les tests sur les animaux sont interdits. D'accord. Donc souvent, c'est marqué non testé sur les animaux, mais en fait, c'est strictement interdit en France aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat particulier sur le sujet. Après, nous, on est allé encore plus loin. Donc par exemple, nos produits sont véganes. Donc vegan, ça veut dire qu'il n'y a aucun ingrédient d'origine animale qui est dans le produit. Donc nous, on est vraiment que sur du végétal. Et vous... Oh non. Vas-y. Bon. J'en ai posé trop aujourd'hui. Bah oui, non, mais je voulais savoir dans le détail, qu'est-ce que c'était exactement comme produit alors, comme soin pour la peau? Alors, en fait, nous, on a aussi, pour être cohérent dans la démarche, on a une approche anti-gaspillage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec les produits qui sont essentiels dans une routine de soins, parce qu'en fait, on a beaucoup écouté les femmes et on s'est rendu compte aussi qu'elles avaient pléthore de produits qui étaient sur leurs étagères et devenaient poussiéreux et elles ne se les utilisaient pas. Donc en fait, là, on a 5 produits qui sont pour le visage, donc l'huile démaquillante, une crème de jour, une huile de soin, un masque exfoliant et aussi une crème pour les mains. Qui est le deuxième visage. Donc, c'est très important aussi de s'occuper de ses mains. Merci beaucoup. Le message est passé, Anne-Sophie Nardi. Bon vent à On the Wild Side. À bientôt sur Bismart. C'est la fin de cette émission. Demain, c'est Aurélie Planex qui sera à vos côtés. J'ai un jour off. Je vous retrouve donc avec vous vendredi. Mais l'émission de demain sera sûrement très bien. Elle sera très bien. Ciao. Alors, à demain.